Ok, voilà, dans cette vidéo, nous allons essayer de parcourir le maximum de ce qu'on a pu voir en ce qui concerne les plans de sondage et aussi, disons, on profite de l'occasion pour faire un petit tour sur ce qu'on a vu dans les années antérieures en programmation procédurale. Donc ici, on va travailler sur SADLab principalement parce que, bon, comme je disais tantôt, c'est une plateforme libre que j'aime assez bien. Et puis ici, je vais devoir faire le maximum d'efforts pour entrer dans le détail de ce qu'on n'a pas pu toucher lors des séances de travaux pratiques. Donc, prenez position comme on dit souvent et puis restons concentrés du début jusqu'à la fin de cet exercice. Alors que je commence à rappeler les points sur lesquels on doit s'exercer durant ce TP. Le premier point, c'est avoir une matrice de valeurs aléatoires qui a pour dimension 50 lignes et 100 colonnes. Ensuite, il va falloir demander à l'utilisateur la position de la cible ou des cibles d'études. Et le troisième point, c'est d'écrire les cibles. Je pense que ces points ont été donnés déjà. Donc sans trop tarder, on va aller directement là. Donc on va aller directement sur la fenêtre d'édition. Voilà. J'avais déjà certains petits trucs que j'avais commencé ici, mais ça ne va pas nous intéresser. Là, je vais créer une nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre sera ma fonction main. Donc, je vais appeler ça peut-être main TP. Mais donc, dans cette fenêtre, il nous faut premièrement la matrice à valeur aléatoire. À valeur aléatoire. C'est ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Bon, pour avoir la matrice à valeur aléatoire sur MATLAB, vous avez vu qu'on peut utiliser une boucle avec la fonction rand. Sur Scilab, je pense que c'est aussi possible. Je pense que la fonction rand sur Scilab peut nous donner aussi une valeur aléatoire. Voilà. Donc je peux utiliser le même schéma que celui que je vous ai donné. Comme ça, là, je fais pour je peux effacer ceci, K qui part de 1 jusqu'à nombre de lignes qu'on a fixé à 50, et pour L qui va, L ici va partir de 1 jusqu'au nombre de lignes qui correspond au nombre de colonnes, pardon, qui correspond au nombre de variables qu'on peut étudier dans notre feuille. Donc ici je crée mon fichier, ma variable M, donc je peux appeler ça directement M, c'est pas M pour matrice, c'est dit que MKL sera dans égal à rand, n'est-ce pas? Voilà, et c'est ça qui fait, ok, je donne une fois directement un nom, n'est-ce pas? Alors on va appeler ça main TP sondage. Ok, quand c'est fait, je ferme juste ici, voilà, là j'ai ma matrice. Donc le premier point c'est ok. Maintenant il faut demander à l'utilisateur la position de la cible ou des cibles d'études. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a le cas le cas pour lequel on travaille sur une cible et le cas pour lequel on travaille sur deux cibles. Donc il faut d'abord demander le nombre de cibles, n'est-ce pas? Et on a dit que pour faire ça, on va appeler un NVDJ qui sera en fait input nombre de cibles. J'attends qu'il donne le nombre de cibles. Lorsqu'il a donné le nombre de cibles, souvenez-vous, sur MATLAB, on a utilisé switch. Sur Scilab, c'est sélection, je crois. On peut directement aussi. Ici, je va reconnaître, mais je crois que c'est sélection, si je me trompe pas. Oh, select, pas sélection. C'est select. Voilà. Donc, c'est select nombre DJ. Mais si on utilise switch, ça va aussi marcher. Hein. Ça pas.
ici j'ai utilisé switch et ça a donné, c'était un petit test, mais ça a donné. Donc on peut utiliser aussi switch, ça va aussi marcher, mais là je vais éviter parce que comme je vous expliquais dernièrement, il y a des cas où vous faites quelque chose, ça marche et vous croyez que vous avez la possibilité de le faire partout. Là je crois que c'est avec le 2 points sur ça là. Oh non, il n'y a pas le 2 points, bon, ça c'est étrange quand même. Donc c'est pas grave, on va retirer ça. Dans le cas où c'est égal à 1, on va utiliser, comme je disais dernièrement, la fonction, moi je vais mettre ici en majuscule, c'est vrai qu'on a mis en majuscule, je vais mettre ici fonction mono, ok, et je fais ceci, voilà, le point virgule doit être après, et le cas où c'est 2, je vais utiliser la fonction multi dans le même scénario et par défaut si rien n'est exécuté, je dis à l'utilisateur que les valeurs entrées sont il a fait une mauvaise saisie. Moi je vais éviter de me compliquer la vie avec. Donc voilà, ok, j'expliquais quelque part dans l'un de mes tutoriels que ayez toujours l'habitude de vérifier à chaque fois que vous avez ouvert une porte, c'est-à-dire par exemple une boucle, une structure de répétition, une structure de condition. Rassurez-vous que chaque porte que vous ouvrez, vous fermez cette porte là. Cette porte-ci, je l'ai ouverte ici, je dois fermer ici. Ceci est ouvert ici, je dois fermer ici. Pour ceci, j'ouvre ça ici avec ces règles, je dois fermer ici à la fin, après otherwise. Ok. Donc maintenant, à la fin, ça c'est le fichier principal. Le fichier principal étant créé, je dois créer maintenant les fonctions de fonctions mono et les fonctions multi. Si vous vous souvenez, c'est la deuxième étape qu'il fallait. Je vais faire un fichier comme ça là et puis je vais commencer avec fonction. Là, il faut être très vigilant à ce niveau. La fonction fnch mono. Voilà. Bon, parce que je n'ai pas besoin de... Je dois d'abord me rassurer que c'est exactement, le nom correspond exactement à ce qu'il y a ici. Parce que s'il y a une erreur dans l'exécution, ça va aussi poser problème. Voilà. Bon, maintenant, rappelez-vous dans cette fonction, qu'est-ce qu'il y a de faire? On doit demander la position de TJ à l'utilisateur. N'est-ce pas? Donc, input avec N. C'est très compliqué avec mon clavier. Donc, input, et là je dis position de la cible. Très compliqué avec mon clavier. Voilà. Bon, position de la cible. Voilà. Donc je dois me rassurer que le nom du fichier c'est le nom en fait de cette fonction, sinon il y aura un problème dedans. Je fais CTRL V. Ok, donc la fonction, le nom qui était ici, c'est ça qui doit être le nom du fichier. Et j'enregistre. Donc quand je demande le nom de la position, logiquement il me faut récupérer maintenant TJ. Parce que TJ c'est le vecteur même que j'étudie. Et puis TJ doit prendre. J'ai appelé cette variable ici M. L'avantage qu'on a sur MATLAB et Scilab, c'est que lorsque j'ai défini M ici, c'est chargé dans la mémoire des variables. Donc, que je vous le montre. Ici, la valeur sera déjà définie ici. Donc, je peux l'utiliser par n'importe quelle fonction. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que il y a un problème lorsqu'on utilise une fonction ici et qu'on lui donne un nom qui correspond à une variable qui a été créée. Sur MATLAB et Scilab, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est un travail vraiment compliqué. Donc, c'est pourquoi on utilise en général des noms qui diffèrent, pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts. Donc ici, TG, j'appelle TG égale à... Je vais prendre M. Et je vais prendre tous les points, toutes les lignes qui sont à la position, vers la colonne post-TG. Donc, quand c'est fait, si j'ai déjà TG, je peux calculer la moyenne, la variance, l'écart, donc tous ces paramètres-là. Bien heureusement, on a des fonctions sur Scilab aussi qui font le même travail que sur MATLAB. Voilà,
la moyenne d'un vecteur. Donc ça c'est comment utiliser la fonction min. Je peux calculer la moyenne d'un vecteur. Voici la fonction pour l'écart type. Ici je calcule l'écart type. Ça veut dire que je peux aussi calculer la variance. Donc je crois qu'il doit normalement avoir. Non, je ne le vois pas, mais ça existe aussi ici. Donc je vais utiliser stdev pour avoir l'écart type et je vais utiliser la variance. var, je crois que la variance sur Scilab c'est var. On va tester un peu help var. Non. Il n'y a pas la var. Bon, en fait, de toutes les façons, cherchons la boîte d'outils de statistiques. C'est très important ça, n'est-ce pas? Parce que ici je peux directement. Ok, variance, c'est ça le nom. Okay. Donc je peux taper variance x pour avoir variance and mean of a vector matrix of n. Ok, donc ça me donne la variance. Donc, si je tape variance x, j'aurai la variance des éléments dans x. Toujours est-il que de toutes les façons, on a les fonctions, n'est-ce pas, qui calculent les variances et tout ça. Donc, on peut se passer de certains éléments, mais bon, voilà, ici je vais profiter de ce que ça existe déjà pour pouvoir aller un peu plus vite, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser variance, min et stdev pour aller un peu plus vite à ce niveau-là. Maintenant, la seule fonction qu'il va encore falloir coder, c'est la fonction qui trace les histogrammes. Donc je vais dire par exemple que moi de tj sera égal à min de tj, n'est-ce pas? Et puis je fais la même chose avec la td de tj. tj là c'est standard deviation, c'est l'écart type, donc ça va être stddev de tj. Donc je peux faire aussi la même chose maintenant pour la variante. Je vais dire que var de tj va être égal à variance de tj. Voilà, donc là j'ai les trois pardon. Ici on va s'arrêter là parce que on saurait calculer la covariance et des coefficients de corrélation si on n'a qu'une seule variable. Ce serait un peu comme déjà une perte de temps si on veut se forcer à poser y égale à x. Donc, ce n'est pas nécessaire. On peut directement continuer. Et on se prépare déjà avec ce petit truc là que je vous ai montré aujourd'hui aussi. Donc la moyenne. Voilà. La moyenne serait, je mets 1% f. Ici, je peux utiliser les instructions de formatage comme le /n pour faire un saut de ligne, mais bon, j'aimerais bien que mon message soit sur toute une ligne, donc que ça ne, pour que je puisse peut-être contrôler l'exécution à chaque fois de mon programme. Je vous ai parlé ça un peu plus tôt pendant le cours, donc je peux faire ceci. Et là, quand c'est fait, je dis maintenant la variance serait ou bien serait la variance serait voilà, la variance est donnée et l'écart type serait je mets aussi maintenant ici j'ai oublié les deux points, n'est-ce pas? C'est pas très important, n'est-ce pas? Donc si l'écart type serait, je mets 1% f. Ok. Le pourcent f, c'est juste pour dire qu'à cet endroit il va falloir mettre une valeur réelle. Je crois que je vais aussi parler de ça un peu plus tôt. Donc maintenant je n'ai qu'à remettre comme il faut les variables correspondantes aux valeurs que je dois faire. Moyenne tj et puis var tj et puis std tj pardon. Donc ici il faut faire très attention. Avec la minuscule ce n'est plus la même variable. Okay. Et maintenant je peux afficher un message. Voilà. Quand c'est fait, il ne reste plus que le tracé de l'histogramme, n'est-ce pas? Donc, ce qui reste à faire ici, c'est écrire histo/fnc qui
va prendre en entrée TG pour tracer l'histogramme. Donc je mets d'abord ça en commentaire parce que on va faire une vidéo particulière pour cette histogramme étant donné que ça a apporté, disons que c'était une partie qui nécessitait une attention particulière, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour ce qui concerne la fonction mono. Maintenant on veut la même chose pour la fonction, la deuxième fonction. La deuxième fonction c'est laquelle? La fonction multi. Donc je peux directement faire un CTRL A ici pour tout copier. Je crée une nouvelle feuille et puis je colle et je change le nom de celui-ci. J'appelle ceci fonction multi. Donc je viens copier ce nom-ci. Et ici je colle et je change le nom de la première fonction. Donc c'est fonction multi maintenant. Mon fonction multi doit travailler avec deux cibles. Donc je peux, lorsque j'entre les valeurs, lorsque j'écris input ici, je peux écrire input et sauvegarder le résultat dans un vecteur, mais c'est compliqué parce qu'il faudrait que l'utilisateur sache qu'en saisissant deux valeurs, il est en train de donner les deux positions. Donc, moi, pour éviter ce problème, parce que je me mets sur le pied d'Estelle voulant que l'utilisateur n'est pas un programmeur. Donc, il faudrait que les instructions soient le plus simples possible pour lui. Donc, je vais mettre maintenant en position de la cible V1 pour qu'il sache que c'est, ou bien alors V intérêt, pour qu'il sache que c'est la variable d'intérêt. Et ça, c'est poste G1. Et maintenant je vais mettre, je vais utiliser la magie du copier-coller. Je fais copier là et puis je colle. Alors, quand je colle, je change le nom de celui-ci parce que je voudrais distinguer les deux. Et je mets maintenant ici variable V secondaire. Donc V secondaire. Voilà, là maintenant quand il entre, il sait exactement pourquoi est-ce qu'il entre. Parce qu'il sait que quand il entre, la première valeur c'est la position de la variable d'intérêt, la deuxième valeur c'est la position de la variable secondaire. Donc, maintenant ce qu'il me faut c'est récupérer les deux variables. Donc je vais devoir appeler TJ1 la variable d'intérêt qui va prendre les éléments de M à la position post TJ1, TG1 et partout là, la moyenne et tout ce que j'ai calculé la suite là, c'est pour TG1 maintenant. Donc je vais mettre ici 1. Ici, je vais mettre aussi 1. Ici aussi, je vais mettre 1. Voilà. Maintenant, je peux faire la même chose pour la deuxième variable, n'est-ce pas? Donc, je fais CTRL-C et CTRL-V. C'est très rapide, ça, comme ça. Voilà, il fallait mettre 1 aussi ici. Là, parce que il faut vraiment faire la distinction entre les deux variables, n'est-ce pas? Avant de calculer les paramètres associés aux deux. Donc, je vais d'abord calculer les paramètres des deux variables indépendamment l'une de l'autre. Maintenant, ici, je calcule pour le deuxième paramètre, la deuxième variable. Dans je mets 2 ici maintenant, ça veut dire qu'ici maintenant je mets 2. Voilà, donc ici aussi il va falloir mettre 2. Donc je peux copier ça pour éviter d'avoir encore à faire coller. Et puis je colle aussi ici. Voilà, une fois que c'est fait, oui, n'oubliez pas ici la moyenne serait F. Voilà. Ici je peux mettre il y a un problème avec les points là. Pour la variable. Tout simplement. Donc ceci on va appeler ça fonction mono, n'est-ce pas? Non, c'est fonction multi. Ça c'est fonction multi. Voilà, dans la fonction multi et voilà, on a ici il faut ajouter 1 pour spécifier que c'est pour la première variable.
voilà. Donc là c'est pour la première variable, SMS. Je ne suis pas obligé de mettre SMS1, c'est vraiment peu important parce que je peux écraser ce qui était là initialement pour afficher le second message, ok, c'est pas vraiment important. Donc je peux copier ça comme ça. Alors je fais ça et puis je fais ça. Et ici tout ce que j'ai fait c'est changer ceci pour dire que c'est la deuxième variable. Et ici c'est 2. Ici c'est 2. Ici c'est 2. Ok. Donc maintenant, ce qui reste aussi, non, il faut calculer maintenant aussi la covariance et le coefficient de corrélation. J'espère qu'il y a des fonctions pour ça, la covariance. Non. Donc je reviens ici pour voir si dans la boîte des statistiques il n'y a pas une fonction pour les covariances, mais je pense que c'est covar. C'est censé être ça. Covar, des solutions. Cov, voilà. La cov là qui. Covariance, la matrice de covariance. Ah, ça c'est la matrice de covariance. Donc je vais voir un peu ceci. Ok, voilà la covariance de X et Y. Ok, c'est bon. Ok, donc on a cov et covar. Alors, la covariance de deux variables. Donc, on peut utiliser cov, on peut utiliser covar. Là, c'est la covariance de deux variables. On va voir l'exemple. Donc voilà la différence entre les deux, mais moi bon franchement je vous conseille de travailler avec l'autre parce que ici par exemple moi il faudrait avoir l'habitude de travailler avec Scilab pour savoir que Free c'est en fait la matrice de type X fois Y dans le facteur géométrique comme on dit souvent pour le calcul de la covariance. Ceci, on utilise directement la covariance sur X et Y et on calcule. Ok. Voilà, c'est la formule, c'est exactement ce qu'on a besoin d'utiliser. Donc, je peux ici, à ce niveau, utiliser directement les fonctions qui m'intéressent. Donc, je vais faire cov dg qui va être égal à cov de dg1 et dg2. Et le troisième, l'autre c'était le coefficient de corrélation. Alors le coefficient de corrélation, à quoi est-ce qu'il correspond? Il correspond à cov dg sur variance de dg1 fois écart type dg1 fois écart type dg2. Je pense que c'est ça, non? Donc on va dire corps de dg qui va être corps de dg qui sera égal à cov que je viens de calculer divisé par std dg1 fois std dg2. Voilà. Donc ça fait comme ça. Je peux encore me servir de ceci. Je fais un copier et voilà, je peux coller ça là et maintenant je change la moyenne serrée, donc ça devient la covariance serrée. La variance, je vais retirer ça pour vous dire que le corps serait, et je n'ai pas besoin des autres, et ici je mets juste les valeurs des variables qui m'intéressent, donc je mets corps dg, oh là là, très important, je mets d'abord cov, hein? Donc je mets d'abord cov parce que c'est celui qui est censé venir en première position, n'est-ce pas? Donc je mets cov et puis je mets corps, c'est très important. Voilà, j'enregistre.
Donc, quand c'est fait, maintenant je peux exécuter cette fonction et j'aurai le résultat. Alors, j'aurai le résultat en fonction de l'entrée de l'utilisateur. Ici, j'aurai un résultat. Donc, en général, sur ça, là, pour exécuter, il faut d'abord exécuter toutes les fonctions secondaires. Ça veut dire ça. Et ensuite, exécuter la fonction principale. Donc, on me demande un nombre de cibles. Par exemple, je vais entrer 2 parce que je voudrais, voilà, variable d'intérêt, je vais mettre à la position. À la position 2, la seconde à la position 50. Donc voilà le travail qui a été réalisé. Ok, voici notre matrice M ici de valeurs aléatoires, n'est-ce pas? Et à l'intérieur le programme va récupérer les informations de la première ligne, parce que j'ai dit ici que la deuxième colonne, je veux dire, parce que j'ai dit ici que la deuxième colonne doit être la variable d'intérêt et la 50e c'est la variable qui est celle qui est qu'est-ce que je veux dire, celle qui est le paramètre secondaire. Donc c'est pour ça que ça calcule dans les deux. Donc ça me prend d'abord la variable les paramètres de la première variable, la variable d'intérêt, paramètre de la deuxième variable d'intérêt, ensuite la covariance et le coefficient de je me rends compte qu'il y a 2 fois cette ligne, donc ça veut dire qu'ici il doit avoir un souci. La moyenne du quartier histoire. Alors pourquoi est-ce que ça affiche 2 fois ce message? C'est censé le faire une seule fois, ma foi. C'est une seule fois, je pense bien. Et elle a affiché 2 fois donc. Ok. Vous voyez, ça c'est ce que je disais tantôt quand je parlais d'erreur d'exécution, erreur de syntaxe et erreur d'exécution. Là c'est le résultat ici n'est pas normal parce que j'ai le coffre de corps qui serait ça, le coffre de corps qui serait ça. J'ai l'impression même que c'est entremêlé là-dedans. Où est le code? Voilà, c'est ça. Donc je calcule cov ici et là j'ai cov qui est égal à ça fois ça divisé par ça fois ça, et je demande d'afficher SMS qui est égal à ceci. Alors en temps normal je ne devrais pas avoir ce message, c'est-à-dire ce libellé si s'affiche 2 fois. Donc vous voyez que c'est un problème d'exécution qu'il va falloir maintenant étudier pour savoir pourquoi est-ce que ça dérange. Mais bon, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que voilà, c'est le travail que j'ai demandé de faire, c'est le travail qu'il a fait maintenant. Donc, si vous voulez, amusez-vous à récupérer les valeurs qui sont ici à la deuxième colonne et les valeurs qui sont ici à la colonne numéro 50. Et vous faites le calcul à la main ou bien sur Excel pour comparer les résultats obtenus. Mais je crois que il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Okay. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, on va revenir implémenter des fonctions. On va revenir implémenter les fonctions pour calculer les histogrammes. Donc, histogramme ici et l'histogramme ici. Bon, toutes les façons, c'est la même fonction qu'on va utiliser pour tracer à chaque fois les histogrammes. Ici, on va tracer 2 histogrammes, quand même, le premier pour celui-ci et le deuxième pour la deuxième variable. Bon, il existe ce qu'on appelle des lois conjointes, mais je ne vais pas entrer dans ce détail ici parce que je voudrais d'abord pour vous que vous soyez en mesure de faire ce qui est simple avant de rentrer dans ce qui est de plus en plus compliqué. Donc, je vous dis à tout à l'heure dans la deuxième partie de ce travail pratique.